Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline en partenariat aujourd'hui avec le Salon Histoire de lire de Versailles. Je reçois pour la première fois, et j'en suis très honoré, l'archiviste, paléographe, historien, ancien conservateur en chef au château de Versailles, Alexandre Maral, pour son livre remarquable, Versailles, très original ici à Versailles, chez Perrin. Bonjour Alexandre. Bonjour. Quel plaisir de vous recevoir et quel plaisir ce livre qui fait plus de 1500 pages. C'est un beau bébé. Ça a mis combien de temps à écrire, ouais. Alors l'écriture propre, 5 ans. 5 ans. Ça 5 ans de peut- travail, mais beaucoup plus de recherche et de... Ça m'étonne pas. Je pense qu'ici, et beaucoup de nos auditeurs savent comment s'est construit le château de Versailles, par qui et pourquoi, mais on peut peut-être rappeler très rapidement pourquoi Louis XIV a choisi de venir ici. Alors avant Louis XIV, il y a Louis XIII. C'est Oui, lui qui choisit vraiment certes. le lieu. Et Louis XIV le fait par attachement pour son père. Versailles fait partie de l'héritage qu'il recueille. Et aussi parce qu'il a compris, comme son père, tout l'intérêt qu'il y avait à s'installer dans un lieu à une certaine distance de Paris, mais pas trop loin non plus, et un lieu qu'il pouvait façonner à sa guise, un lieu neuf, où il pouvait imprimer sa marque comme il le souhaitait. C'est ça qui explique la passion de Louis XIV pour Versailles. Oui, c'est une vraie passion, effectivement. On va y venir. On peut parler de choix politique et architectural. Choix esthétique et politique, oui. Pas que l'architecture. Il y a vraiment un style. Et puis, l'architecture se résumerait au bâtiment. Là, il y a vraiment beaucoup plus qu'un bâtiment. Il y a les jardins, il y a un territoire, il y a presque un écosystème. C'est vraiment un lieu neuf. Vraiment. Louis XIV avait écrit un guide pour visiter les jardins, d'ailleurs. Il adorait faire visiter ces jardins. Alors oui, en effet, il a rédigé et on l'a conservé le manuscrit de sa main. Il y a plusieurs versions. Une manière de montrer les jardins de Versailles, qui est un itinéraire de visite qui était destiné aux hôtes de marque qu'il recevait à Versailles. C'est quoi le style Versailles ? Pourquoi ce château est connu dans le monde entier, j'allais dire dans l'univers ? Le style Versailles, alors on pourrait dire c'est un mélange de grandeur, de faste, de magnificence, mais aucun détail n'est laissé de côté. Tout est pensé et tout sert à une vision politique. C'est un peu unique dans l'histoire des résidences royales ou princières. Et là, vraiment, on a... et ça tient au fait que Louis XIV souhaitait s'occuper du détail de tout, comme il l'écrit lui-même, et qu'il avait... il pensait le lieu en aménagement du territoire. Il s'est vraiment investi, ne laissant rien de côté. Ce livre, donc 1500 pages, je le rappelle, reprend toute l'histoire de Versailles, de la première pierre jusqu'à la semaine dernière, quasiment. Comment ça se fait ? Ce château, on pourrait parler de plusieurs châteaux de Versailles, mais à la différence de Fontainebleau, où on dirait qu'il y a vraiment plein de châteaux différents, là, on a l'impression que c'est un style qui reste quasiment unique. Alors, à la différence de Fontainebleau, il a été créé en beaucoup moins de temps. Et son histoire est plus récente aussi. Ça commence vraiment avec Louis XIII. Il y a le château de Louis XIII, il y a le château de Louis XIV qui vient envelopper le château de Louis XIII. Et il y a les agrandissements menés sous Louis XIV. Ensuite, des aménagements sous Louis XV et Louis XVI, mais qui restent secondaires. Et ce qui fait qu'on a une unité de style qui fait de ce lieu vraiment un exemple à part. Alors qu'à Fontainebleau, on a une stratification de l'histoire qui est visible dans les bâtiments. À Versailles, on a l'impression fausse impression d'ailleurs, parce que les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît, mais on a l'impression que le bâtiment est sorti du génie d'un homme et que cet homme avait une vision politique, Louis XIV. Effectivement, c'est pas un homme, c'est plein d'hommes différents, en fait, plein de personnages. C'est plein d'hommes différents et l'homme lui-même a évolué. Et il a quand même eu un règne très très long. Il s'est occupé de Versailles pendant 5 décennies, de 1660 à 1715, et il a changé d'avis, il a apporté lui-même des modifications importantes à ce qu'il avait fait, mais on ne le voit pas parce que le résultat qu'il lègue est d'une unité parfaite. Comment se fait-il ? Je me suis toujours posé la question, et pourtant j'ai étudié Versailles, etc., mais aucun de mes profs ne m'a répondu, mais je pense que vous, oui.
Versailles aurait dû devenir une capitale. Comment se fait-il que Paris soit resté la capitale ? Alors, il ne pouvait pas transférer la capitale de Paris à Versailles parce que Paris, historiquement, avait une prééminence. Et puis, Paris, c'est le palais du Louvre, c'est beaucoup d'institutions, le Parlement, c'est la Chambre des comptes, c'est la Cour des aides. En fait, toutes les grandes institutions d'Ancien Régime sont restées à Paris. Mais Versailles devient la résidence habituelle de la cour et du gouvernement à partir de 1682. Elle va le rester jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. Et on peut dire que c'est une seconde capitale de la France. Louis XV choisit de s'y réétablir en 1722 et elle va le rester à nouveau jusqu'en 1789. Donc un siècle de cette histoire monarchique se passe à Versailles et Versailles prend rang, mais sans que ce soit une appellation officielle, mais devient en quelque sorte une seconde capitale pour la France. C'est la première fois que ça existe dans l'histoire de France ? C'est la première fois que ça existe, puisque jusqu'en 1682, la cour est itinérante, oui. Elle n'a pas de demeure fixe, et il y a tout un système de résidence royale à Paris, comme le Louvre, les Tuileries, ou autour de Paris, comme Saint-Germain-en-Laye, ou Fontainebleau un peu plus loin. Mais à partir de 1682, c'est Versailles qui s'impose comme la résidence royale, la résidence du pouvoir. Il y a la cour, il y a le gouvernement, et c'est la première fois aussi que tout ce monde-là est amené à se côtoyer, à fusionner dans un seul lieu. Effectivement. Si je dis la Révolution française, la première pierre en fait de la Révolution française, c'est Versailles. Parce qu'à partir du moment où le roi n'est plus itinérant, où on ne le voit plus, ça devient un mythe. Et un mythe, on peut le faire tomber. Alors, et de fait, la Révolution, les premiers grands épisodes de la Révolution française se sont déroulés à Versailles, que ce soit la réunion des États généraux, la proclamation de ces États généraux, l'autoproclamation de ces États généraux en Assemblée nationale, le serment du jeu de paume, la journée du 23 juin, la déclaration des droits de l'homme, l'abolition des privilèges, les journées d'octobre. Tout ça se passe à Versailles en 1789, dans un délai extrêmement court d'ailleurs. Et ça se passe là parce que le roi, le pouvoir est encore là. Et donc, si on veut lui porter atteinte, il faut se rendre là où il est. Mais le fait de ne plus voir le roi en France, dans le pays, je veux dire, bouger, est-ce que Versailles n'a pas été une pierre de plus, je veux dire, dans la Révolution ? Alors, c'est vrai qu'on voit moins le roi bouger qu'à l'époque médiévale ou renaissante, mais tout de même, Louis XIV a fait un tour de France en 1659-1660. Alors, c'est vrai que Louis XV a beaucoup moins voyagé, Louis XVI encore moins, et le fait que le roi se retire en quelque sorte à Versailles, mais Versailles n'est pas fermé, c'est un lieu où le roi se donne à voir. Mais enfin, il faut venir à lui, je suis d'accord. Oui, et là, en effet, ça peut avoir un peu introduit une certaine distance entre le roi et ses sujets, distance qui peut favoriser, c'est une des pas des causes, mais des circonstances qui peuvent expliquer la Révolution. Vous dites il faut venir au roi. Il y a un lieu dans Versailles qui est au-delà du mythique. Tout le monde vient voir la Galerie des Glaces, évidemment. La Galerie des Glaces était ouverte à tous, si j'ose dire. Versailles, le château était ouvert à tous et c'était même gratuit d'ailleurs à l'époque. Ça paraît fou, ça. Alors, ce qui était ouvert, c'est pas l'ensemble du château, c'était les espaces officiels, les grands appartements royaux, grand appartement du roi, grand appartement de la reine, la Galerie des Glaces évidemment, et la chapelle où on pouvait rentrer tout à fait librement et n'importe qui, sans avoir à fournir de billets d'entrée ou quelque accréditation que ce soit. Et les jardins aussi étaient un espace public. Et cela fait partie de la formule voulue par Louis XIV. Un lieu, on est dans cette tradition de l'accessibilité, de la visibilité du souverain, tradition héritée du Moyen-Âge. Et Versailles est là pour magnifier cette présence royale, parce que tout le lieu parle du roi, que le roi y soit ou pas d'ailleurs. C'est un lieu qui exalte la figure monarchique. Ça nous paraît dingue. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas approcher le président de la République. Il y a 12 rangées de gardes du corps, 15 voitures. Là, on pouvait croiser le roi ?
Vraiment. Voilà, et vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément une cause de la Révolution, parce que je pense que le chef d'État actuel est beaucoup plus coupé de la population que ne l'était le souverain français, même à Versailles, parce qu'il y avait cette possibilité de le voir, de le voir à certains moments de la journée. Alors, il y a les cérémonies du lever et du coucher qui étaient quand même assez... où le public était restreint, mais il y avait les repas, et surtout la messe du roi, qui était un moment public de sa journée. Et là, tout un chacun pouvait le voir. Si on se plaçait sur son cortège, on pouvait même lui parler et lui remettre des suppliques. Tout ça était beaucoup plus facile que de nos jours, où en effet, peu de Français, finalement, sont amenés à voir le chef d'État, en chair et en os. On nous parle de monarchie absolue, de quasi-dictature, etc. Quand on écoute certains, on est loin de tout ça, alors. Alors après, comment s'exerce ce pouvoir, ça c'est autre chose. Mais alors non, il ne faut pas parler de dictature, c'est pas le. Bien d'accord. Mais monarchie absolue, c'est-à-dire que le roi a quand même des pouvoirs très étendus, beaucoup plus que il n'y a pas de constitution écrite. Oui. Donc on est dans un autre régime quand même. Bien sûr, effectivement. Est-ce qu'on peut dire que ce palais, en plus d'être un palais, est un outil politique ? Alors c'est complètement un outil politique, parce que il est prévu, je le disais, pour magnifier l'image du roi. Il est prévu aussi pour réunir autour de lui, de façon permanente, la cour, c'est-à-dire l'élite de la noblesse française, et le gouvernement, c'est-à-dire tout ce personnel des hommes d'État qui vont diriger, gouverner, administrer la France. Et il y a ces deux personnels, ces deux mondes qui jusque-là ne se côtoyaient pas trop, et qui là vont non seulement se côtoyer, mais fusionner ensemble. Beaucoup de mariages vont s'opérer, d'alliances de famille entre ce monde de la noblesse et celui des serviteurs de l'État. Et ça, c'est aussi l'alchimie de Versailles. C'est vraiment un outil politique. C'est aussi un lieu que l'on montre aux visiteurs de marque, aux ambassadeurs. C'est un lieu que l'on publie par des guides ou par des gravures qui diffusent son image, ses descriptions en France et à l'étranger. C'est un lieu vraiment qui est l'emblème de la vitrine de la France. Ouais, bien sûr. Et il a été copié maintes fois ailleurs à l'étranger. Alors, il a inspiré de nombreuses créations à l'étranger, les plus célèbres étant Caserte, Schönbrunn, à Stockholm, à Madrid. Alors, ce ne sont pas des copies serviles, hein, mais on y trouve toujours une manière d'exalter le pouvoir et un rapport entre la résidence et son environnement, que ce soit des jardins, des parcs ou la ville. Il y a tout plein d'innovations également, techniques, technologiques, qui ont été utilisées à Versailles au cours des siècles, notamment les miroirs, etc. Enfin, alors, en effet, la Galerie des Glaces, et pas seulement, il y a eu d'autres espaces qui ont nécessité la commande de miroirs, fabrication vénitienne, mais là, justement, grâce à Colbert, on en fait un fer de lance de l'industrie française, qui aboutit d'ailleurs à la création de la manufacture royale de Saint-Gobain. Et c'est vrai que cette émergence de ce savoir-faire a été lourdement stimulée par Versailles. Et puis, on peut parler aussi des travaux d'adduction d'eau. Oui. Le lieu est peu irrigué, donc on fait venir l'eau de plus en plus loin, et ça suppose tout un travail d'arpentage, de calcul et de construction de grands chantiers d'aqueducs qui ont constitué une sorte de pieuvre hydraulique autour de Versailles jusqu'à 80 km à la ronde. Ça, c'est invraisemblable pour l'époque. C'est le chantier d'ailleurs le plus cher de l'histoire du château. Ça, c'est incroyable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution sociétale. C'est-à-dire qu'on voit au fur et à mesure des souverains, les lieux changent, la façon de vivre change, et on voit ça dans le château.
Évidemment, il y a une évolution du goût, de l'art de vivre et des aspirations même des habitants du château, alors, en tout premier lieu du roi et des membres de sa famille. C'est vrai que Louis XV a plus tendance à se retirer, à chercher des espaces intimes. La vie de cour lui pèse et donc il se fait aménager des appartements somptueux qui font aussi partie de l'histoire de Versailles et qui offrent des intérieurs pleinement représentatifs du style rocaille en vogue sous son règne, mais un rocaille porté à son sommet parce qu'il s'agit chaque fois de commandes royales. Effectivement, après il y a l'apparition de la salle de bain, il y a l'apparition des lieux d'intimité. La salle à manger, la salle de bain, oui, en effet. Tout, c'est incroyable, on voit ça en fait. Le couloir de circulation Absolument. Aussi, pour desservir les pièces. Ça, c'est sous Louis XIV que c'est inventé à Trianon. Et on évite comme ça d'avoir des pièces en enfilade qui sont commandées les unes les autres. On circule dans un couloir et on accède aux diverses pièces sans avoir à traverser et à déranger les habitants de l'autre. Et ça, c'est nouveau, effectivement. C'est aussi un outil politique, on le sait, on le dit souvent, pour garder la noblesse proche du roi, dans des appartements, et puis petit à petit, en lui prenant un peu d'argent quand même. Alors oui, la noblesse est... J'allais dire à servir, mais c'est beaucoup. La cour, c'est l'élite de la noblesse française, donc on a 2000 nobles. C'est pas un système fermé, Versailles est au cœur d'un dispositif centrifuge. Au centre, donc le roi et sa noblesse, lui-même étant le premier gentilhomme de son royaume. Ces 2000 nobles qui vivent autour de lui constituent l'élite d'une aristocratie qui compte 200 000 membres à travers le royaume. Donc il y a une connexion étroite entre Versailles et le reste du royaume. Et puis la noblesse de province elle-même est en contact quasi quotidien avec les 20 millions de Français. Donc il y a comme ça une sorte de percolation, de perfusion, d'infusion de Versailles à travers la France par le biais du système aristocratique. Et donc il ne faudrait pas imaginer Versailles en lieu clos. C'est vraiment un lieu ouvert qui se visite, mais qui aussi diffuse une conception du pouvoir, une image du pouvoir et un art de vivre. Habiter à Versailles veut dire payer un loyer ? Alors non, parce que les logements, ça dépend des cas de figure, mais ceux qui sont logés au château, ils ont une fonction à la cour. Ils ont une fonction à la cour, donc on leur attribue un logement, qui est un logement de fonction, qui n'occupe d'ailleurs pas forcément toute l'année, parce que à cette époque-là, les charges s'exercent par trimestre ou par semestre, ou certaines toute l'année. Mais quand vous êtes là pour un trimestre, eh bien vous cédez votre logement au titulaire de la charge correspondante pour le trimestre suivant. Et vous avez un logement dans le château. Il y a à peu près, à la fin du règne de Louis XIV, on a 220 logements dans le château. Ça fait 1 millier de personnes qui peuvent vivre, parce qu'ils sont là avec leur famille, évidemment, et leurs domestiques. Ça fait 1 millier de personnes qui vivent dans le château. Les autres, donc, habitants du lieu, sont logés dans les dépendances ou sur le domaine. Et en gros, on a une cour qui fait 3 000 à 4 000 personnes. Alors, il y a ces 2000 nobles, il y a aussi les domestiques de ces nobles, et puis il y a toute la partie domestique, la petite cour, ce que William Newton appelle la petite cour. Ce sont les serviteurs de la maison du roi, qui eux sont logés plutôt dans le bâtiment du grand commun. Et là aussi, ce sont des logements qui leur sont concédés. Et au fond, il y a guère que les logements qui sont dans la ville, pour lesquels il faut payer. D'accord. Mais si on est logé par le roi, c'est à titre gratuit. Il y a ce principe aussi hérité de l'époque médiévale qui est la commensalité. Donc on partage la table du roi, mais c'est aussi le gîte. Et on reste dans cette tradition de cour qui veut que l'entourage du roi est logé par le souverain. Comme au Moyen-Âge, justement, il y a un château et une ville qui se construit autour. Est-ce que très rapidement, la ville de Versailles se construit ? Alors, Louis XIV, il a d'abord fait définir un plan d'aménagement pour la ville. C'est une ville nouvelle. Il rachète les maisons du village médiéval préexistant. Il les détruit et il fait édifier, probablement sur les tracés de son jardinier, mais plus que concepteur de jardin, André Le Nôtre, une ville nouvelle avec des places de forme régulière et des rues qui se coupent à angle droit.
tracé orthonormé, comme on dit. Et pour attirer la population, il propose des exemptions fiscales. Vous voyez, donc les gens affluent, évidemment. On vient à Versailles, on va payer pas ou moins d'impôts. Et ensuite, donc, la ville devient une des plus grandes villes de France. À la fin de l'Ancien Régime, c'est la 6e ville de France. C'est quelque chose qu'on a perdu de vue. Elle vient après Bordeaux, après Marseille, après Toulouse, après Lyon. Et après Paris, bien sûr. Mais c'est une ville de grande taille. Et dès lors que le pouvoir, dès lors que le roi, la cour, le gouvernement regagne Paris, après les journées d'octobre 1789, la ville va perdre près de la moitié de ses habitants. C'est incroyable. Donc c'est vous dire que c'était vraiment une ville royale. Effectivement. Ce palais est aussi un incroyable laboratoire artistique. Est-ce qu'on peut parler d'école de Versailles ou finalement pas? Alors, non, c'est plus, je disais, la vitrine de la France, c'est le fer de lance de tout ce que la France produit de meilleur. C'est plutôt, il n'y a pas de style Versailles au sens artistique du terme, mais c'est l'apogée du style français, que ce soit en peinture, en sculpture, en art des jardins, en décor intérieur, on parlait de l'industrie, tout ce qu'il y a de meilleur, eh bien, Versailles le donne à voir. Il y a aussi un petit côté chef tribal, signe extérieur de richesse très important chez Louis XIV. On prend Louis XIV parce qu'évidemment Versailles et Louis XIV sont très liés, bien sûr. Il y avait, je ne sais pas si tout le monde est au courant, il y avait au début en tout cas des meubles en argent massif. Ah oui, alors c'est le fameux mobilier d'argent. Ouais, incroyable. En fait, c'est une réserve monétaire qui a été traduite en mobilier parce que, et dès lors qu'il a fallu financer l'effort de guerre, en 1789, on envoie ça à la fonte. C'est tout à fait logique. Ce qui est dommage, c'est que ça avait été mis en forme par des orfèvres et c'était extraordinaire. Le travail dépassait la matière, pour reprendre la formule. Et on a envoyé ça à la fonte pour récupérer le métal. Mais on avait un mobilier d'argent qui meublait tous les espaces du château, les espaces intérieurs du château, avec donc des candélabres, des balustrades, des vases, le trône même du roi était en argent, et c'était vraiment un mobilier mythique. Il y avait eu une exposition. Il ne reste plus rien. Il y a eu une exposition en 2006 où, alors, comme il n'y a plus rien de conservé en France, eh bien, on avait fait venir du mobilier d'argent d'autres cours européennes qui en avaient des exemples comparables. C'est très impressionnant. Versailles, c'est aussi des mythes, notamment Marie-Antoinette. Est-ce qu'elle aimait le palais ? Qu'est-ce que c'est que ce petit Trianon, ce hameau, c'est quoi tout ça ? Alors, Marie-Antoinette, comme Louis XV, et un peu aussi comme son mari Louis XVI, eh bien, n'aimait pas beaucoup les contraintes du cérémonial, de la vie de représentation. Donc, elle a cherché des espaces intimes. Elle s'est fait aménager des petites pièces en doublure de son grand appartement, qu'on appelle les cabinets de la reine. Et puis, Trianon, le petit Trianon, qui lui est donné par son époux dès son avènement, eh bien, elle en fait sa demeure de prédilection, où elle peut se retirer seule ou avec les amis qu'elle se choisit. Et là, elle donne libre cours à son goût pour l'aménagement des espaces intérieurs, mais aussi des jardins. Et alors, ça s'est beaucoup retourné contre elle, parce qu'on l'a accusée d'y avoir fait beaucoup de dépenses, et surtout pour un lieu dont elle était pratiquement la seule à profiter. Et ça l'a évidemment desservi. Mais quand on visite aujourd'hui Petit Trianon et ses jardins, il faut convenir que c'est un espace, il faut reconnaître que c'est un espace extraordinaire. Ouais, effectivement. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a eu la Révolution, bien sûr, des moments importants qui se sont passés, enfin tous les grands moments, en tout cas des débuts de la Révolution, se sont passés à Versailles. Le peuple a ramené la famille royale à Paris. Qu'est devenu le château ? Alors le château a été, pour les administrateurs du garde-meuble, l'institution chargée de meubler et puis pour les bâtiments du roi, chargée de l'entretien du château, c'était une aubaine parce que la cour n'étant plus sur place, on pouvait enfin réaliser les travaux d'entretien
que jusque-là, on était empêché de... Alors, ça a été un grand chantier dans 1789, 90, 91. Et puis, après la chute de la monarchie, on a décidé la vente du mobilier, vente qui a duré pendant plus d'un an, entre 1793 et 94. Mais si le mobilier a été bradé, parce qu'il faut dire que l'offre excédait beaucoup la demande, donc les meubles qui avaient été commandés à des prix, certains ont été vendus à des valeurs inférieures, moindres, et en revanche, le bâtiment, lui, a été sauvé, et dès 1793, la Convention décrète que Versailles est un lieu utile aux arts, donc il faut le conserver. Aucun monarque, après, n'a émis l'idée de revenir à Versailles ? Alors si, Napoléon a caressé le projet de revenir à Versailles, mais c'est les architectes qu'il avait mandatés pour remettre le lieu en état lui ont présenté des projets tellement dispendieux que ça a refroidi ses ardeurs, voilà. Et Louis XVIII aussi avait prévu de revenir à Versailles, mais il y a eu les 100 jours, l'épisode des 100 jours, et au moment de la seconde restauration, il comprend que il vaut mieux s'installer à Paris pour rester un tant soit peu populaire. Il y a des symboles qui font mal, en fait. Voilà, il y a des symboles qui font mal. Il y a peut-être des questions du public. Oh, on a un public très sage, effectivement. Il reste 3-4 minutes. Entre 60 et 70 000. Et la ville se dépeuple. C'est carrément, oui, pratiquement les chiffres actuels, oui, tout à fait. Attendez, je vais vous apporter le micro. Hop. Pour la radio, c'est mieux. Il n'y a pas eu un projet Malraux-de Gaulle aussi dans les années 60 ? Alors oui, l'installation au Grand Trianon. Et donc, c'est un chantier important qui est mené pour aménager notamment l'aile de Trianon-sous-Bois, qui va servir d'appartement pour le président de la République. Et de Gaulle s'y installe en 1966. Mais il va occuper les lieux de façon intermittente. Évidemment, il réside principalement à l'Élysée à Paris, et il vient à Trianon-sous-Bois jusqu'en 69. Et les successeurs, Mitterrand et... Alors après, les lieux restent affectés à l'Élysée jusqu'en 1995, et les chefs d'État vont très peu y séjourner en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait encore tout sur Versailles ? Ou est-ce qu'il y a encore des découvertes, je ne sais pas, en cassant un mur, on trouve des choses derrière, ou tout est écrit Non, on peut toujours faire des découvertes, oui. Ouais. Et notamment, on le voit à chaque fois qu'il y a des travaux, qu'on enlève des boiseries, on découvre sur les maçonneries des aménagements préexistants sous forme de dessins, de chaînages de pierre. Il y a toujours ou même quand on creuse, on trouve des fondations d'espaces qui n'existent plus. Donc il y a toujours des découvertes à faire. Bon, dernière petite question. On a vu ce qui s'est passé à Notre-Dame. Pas de risque à Versailles ? C'est bien protégé, on a tout ce qu'il faut ? Oui, les charpentes sont bien protégées. Ouais. Il y a tout, il y a des pompiers pas loin. En plus, oui, il y a des pompiers sur place. Il y a tout ce qu'il faut. Écoutez, merci infiniment Alexandre Maral, vous êtes formidable. Versailles, ce livre, il faut absolument l'avoir. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que quel boulot!